Bonjour à tous. Je déclare la séance ouverte et je remercie absolument Elisabeth d'avoir, ma collègue et amie de la chaire UNESCO de l'UQAC, de la transmission culturelle des Premières Nations, du bien-être et de l'empowerment, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle d'abord, parce que Monsieur Simard, qui est d'habitude notre modérateur, ne peut pas venir, je le remplace. Vous voyez dans la confusion, excusez-moi encore une fois. Alors, je rappelle pour commencer le thème des conférences de cette année, Science, liberté et justice, c'est-à-dire que nous examinons, nous réfléchissons sur la façon dont la société, comment on peut réagir aux défis et aux débats que la science suscite aujourd'hui et continue de susciter de toute façon. Et nos conférences sont là pour, comme exemple, d'étudier les possibilités, les défis que la science crée pour la démocratie et la justice. Je rappelle les deux premières séances que nous avons eues et qui sont sur notre site YouTube, notre site de la chaire et sur le site Facebook. S'il te plaît, Ida, si tu as la gentillesse d'inscrire l'adresse dans le chat. Alors, les deux premières séances sont les séances de Simard et de Monsieur Gingras. Alors, aujourd'hui, donc, comme je le disais, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Elisabeth Kane, extrêmement gentille et indulgente à mes bêtises techniques, de la nation Wendat, qui est professeure en art et en design à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elisabeth est surtout spécialiste du développement des méthodologies collaboratives pour l'auto-présentation des autochtones. Elle a fondé, entre autres, la boîte Rouge Vif et Design, ainsi que culture ou design et culture matérielle. En ce moment, elle poursuit un projet qui se consacre donc à la production des nombreux outils de transmission culturelle et à l'étude de leurs impacts. Elle a des alliances avec beaucoup d'universités. Il y a sa biographie qui est dans la fichette que je vous ai transmise et que je vous ai envoyée. Et surtout, j'ai admiré récemment son exposition auquel je convie vraiment, que j'invite tout le monde. Est-ce que ça reste, Isabelle, au musée McCord sur les savoirs, les traumas, les résiliences des voix autochtones d'aujourd'hui. N'oublions pas qu'Elisabeth a été aussi récipiendaire du prix du gouverneur général du Canada en muséologie pour l'exposition C'est notre histoire, les Premières Nations et les Inuits au XXIe siècle, qui a été conçue avec les 11 nations autochtones du Québec et dont l'approche a été jugée révolutionnaire par le jury. Elle a été nommée au Cercle d'excellence de l'Université du Québec et a dirigé la publication de plusieurs ouvrages, Métissage, Passage migratoire, Le petit guide de la grande concertation, Création et transmission culturelle par et avec les communautés, et finalement Voix, visage, paysage,
les Premières Nations et le XXIe siècle en 2016. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui comme régal de premier choix? Elisabeth va nous présenter les expériences qu'elle a menées, soit à titre de professeur, soit de chercheur, soit de muséographe, pour tenter de mettre en valeur les savoirs autochtones dans un monde qui, comme elle dit, les a outrageusement rejetés. Des multiples obstacles ralentissent l'atteinte de la reconnaissance de ces savoirs, qu'on dit alternatifs, savoirs qui sont pourtant centraux du point de vue autochtone. Alors malheureusement, devant cette résistance à la perméabilité des univers de connaissances, plusieurs organisations et plusieurs leaders autochtones pensent à se replier plutôt que de continuellement avoir à se battre pour changer les structures encore coloniales. Alors c'est malheureux, mais c'est la réalité. Nous allons donc avoir la conférence d'une durée d'à peu près 30 minutes et qui sera suivie par la projection capsule vidéo. Elle va être présentée ou suivie? Non, la capsule vidéo. Oui, suivra. Qu'est-ce que je raconte? La projection, la conférence et cette capsule vidéo illustre le projet de Madame Ken et elle est réalisée par son collaborateur Jacques Kurness, qui est psychologue interculturel autochtone et chercheur, et Jean-Philippe Varenne, professeur titulaire au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia. La capsule vidéo s'intitule « Les sociétés de tradition orale, des relations de confiance plutôt que de méfiance ». Alors, ma chère Elisabeth, si tu veux commencer ta conférence, on est tout ouïe. Merci beaucoup, beaucoup, Josiane. Merci pour ton invitation. Écoutez, j'ai hésité beaucoup avant de dire oui parce que je ne sentais pas que j'avais nécessairement les compétences théoriques pour aborder le sujet qu'on me demandait d'aborder, mais j'ai discuté avec Josiane et Ida et j'ai dit ce que moi je peux faire, c'est vous parler des expériences que j'ai menées rapidement, un survol et bien, je suis une praticienne. Je suis une praticienne, une formation en design industriel. J'ai été engagée comme praticienne à l'Université de Chicoutimi, excusez-moi, l'Université du Québec à Chicoutimi. Et c'est vraiment par l'action que je réfléchis. Ça m'a posé pas mal de problèmes dans ma carrière, entre autres pour aller chercher du financement de chercheurs, mais j'ai quand même réussi. Et c'est vraiment une action soulève des questions et c'est la prochaine action qui répond pour moi. Donc, très peu de théorisation, très peu d'analyse et vous allez voir en cours de route. Je ne considère pas que c'est une conférence, je viens jaser avec vous. C'est plus ou moins organisé, c'est un peu une dictée en phrases détachées. Vous m'avez dit qu'il y avait combien de temps? Je pense que c'est 30 minutes, hein? Ouais, mais comme tu veux, Elisabeth, nous sommes tellement contents de t'écouter. On va essayer de rentrer ça en 30 minutes. Oh, sinon, tu t'allonges un peu. Et puis Yves Couture te posera, comme à l'accoutumée, quelques questions pour amorcer le débat. Mais vas-y, comme tu veux. J'y vais. On ne va pas te brider. Ah non, je n'ai pas peur. Mais ben écoutez, moi, je me suis débattue comme autochtone, en fait, avec deux grandes institutions, hein, une université et plusieurs musées. Et je dis débattue parce que c'est vraiment des structures qui fonctionnent avec des modes de pensée, d'organisation, de méthodologie, de conception complètement différents de l'univers autochtone.
Quand j'ai commencé il y a 30 ans et aujourd'hui, il y a une écoute, il y a une volonté de comprendre, il y a une volonté de changer, mais ce n'est pas changer dans les faits. Donc, c'est un peu l'histoire de ce que j'ai tenté de faire. Donc, mes actions, je considère que je travaille comme une artiste. Comme je disais tantôt, une action amène une autre action, puis la réflexion se fait à travers cette action-là. Donc, je considère que l'action est un mode de pensée et déjà, ça, c'est une caractéristique de la pensée autochtone. Mm. Et c'est assez difficile de fonctionner avec cette pensée-là dans un monde universitaire, entre autres. Où j'ai exercé beaucoup ma créativité, c'est en pédagogie, donc pédagogie universitaire pour pallier à ce que je considérais, comme le disait Josiane tout à l'heure, être un scandale de l'éducation supérieure, à quel point on a oublié les connaissances des peuples à tradition orale ou des peuples autochtones à travers le monde. Et moi, j'ai tenté à ma mesure de pallier à ça dans ma pédagogie. Et ensuite, j'ai œuvré en médiation, transmission culturelle, aider les peuples autochtones à s'auto-représenter, à prendre le contrôle sur leur présentation. Et là, ben, il y a tout un paquet de formations informelles qui ne sont pas universitaires, mais beaucoup d'ateliers qui se sont donnés dans différents contextes pour stimuler l'empowerment et l'auto-représentation des Premières Nations. Donc, ça pose un petit peu qui je suis, d'où je viens, puis on va regarder ensemble quelques images. Je ne sais pas si vous aimez ça, les images, mais moi, c'est très important. Je crois que nous aimons tous les images. Je vais me mettre en partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien aussi parce que je n'ai pas de microphone? Ça Mais... va? OK. Oui. Donc, la première question que moi, je me suis posée en commençant mon enseignement à l'Université à Chicoutimi en design, c'est comment ça se fait que personne dans mes 6 ans de formation m'a parlé de ce chef-d'œuvre-là de l'histoire du design. Donc, un manteau en intestin de baleine, un imperméable, un coupe-vent. Je ne vous décrirai pas toutes les qualités de cet objet-là, c'est absolument exceptionnel. Et c'est incroyable toutes les leçons de design aujourd'hui qu'on peut tirer de cet objet-là. Il est présentement en exposition au Musée McCord, à l'exposition dont parlait Josiane. Et vous avez une vidéo, entre autres, qui accompagne l'objet et qui explique, entre guillemets, pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Et on m'a privé de cette connaissance-là dans ma formation parce qu'on commence avec la révolution industrielle, 1850 environ, et c'est tabula rasa pour tout ce qui vient avant. Donc, ça, c'est un scandale. Et en ayant cette attitude d'une terrible arrogance, on crée de l'ignorance. C'est carrément, on crée des ignares, on crée des ignorants. Et maintenant, c'est tout qu'un travail d'essayer de remonter la chaîne, d'essayer de réinsérer ces savoirs-là dans la trame des savoirs dominants de l'humanité. C'est un énorme travail et c'est triste qu'on ait à le faire parce que dès le départ, ça aurait dû être considéré comme un continuum de l'histoire du design. Pourquoi avoir voulu tout oublier ce qu'il y avait avant? Je n'ai pas la réponse pour vous, mais moi, ça m'a obsédée dès le début de mon enseignement et j'ai commencé par créer un outil en 1991 pour essayer de rapiécer cette coupure-là dans l'histoire et de pouvoir avoir un outil pour 2 objectifs. D'abord, apprendre à mes étudiants sur ces riches cultures du design et aussi apprendre aux Autochtones la valeur de leur savoir qui a été perdue pour plusieurs.
Donc, il fallait que je me crée un outil et j'ai travaillé à la création d'une banque de données, c'est en 1991. Elle n'est plus fonctionnelle parce qu'au niveau technique, elle est plus à date. Mais vous voyez qu'il y a 400 objets à peu près dans la banque de données. Vous voyez en haut qu'il y a 4 grandes catégories auxquelles on a accès et on a 250 items d'information sur l'objet. Donc, c'est pas mal maniaque comme affaire. Et ça voulait, j'étais obsédée à l'idée d'aller au fond de cette connaissance-là dont on m'avait privé comme designer autochtone. Donc, ça a commencé comme ça, mes recherches, mais on commence à regarder l'objet, excusez-moi, on commence à regarder l'objet sur tous ses aspects formels, visuels, techniques, matériaux, tout ce qui est matériel et visible. Ensuite, on regarde toute la relation contexte à l'être humain et ensuite, on vient en dernier recours, on approfondit tout le temps notre étude pour arriver à essayer de comprendre l'intentionnalité derrière l'objet. Donc, est-ce que c'est un objet qui est animé par une intentionnalité artistique, qui veut se fondre au monde, être en relation, en harmonie, ou une intentionnalité plutôt axée vers le contrôle du monde, une intentionnalité mécaniste. Donc, c'était peut-être un naïf, je n'avais pas les connaissances nécessairement pour aborder ces questions fondamentales, mais j'avais le désir qu'on aille au fond de ces objets-là qui avaient tellement été oubliés. Et moi, dans ma formation de design moderniste, vous savez, c'était les années Bauhaus. Tout doit être blanc, carré, blanc, gris, noir, et tout ce qui n'est pas hyper fonctionnel. Et on rejette toute ornementation. Donc, j'étais complètement dans l'inverse avec les objets de nature d'origine autochtone et j'étais complètement à contre-courant des courants design. Qu'est-ce que les objets sont? Ce sont des vecteurs de philosophie. Hein, ce sont des philosophies matérialisées, carrément, qui sont créées par les humains qui impriment leur philosophie de la vie dans ces objets-là. Donc, ça, c'est une autre section que tu as dû voir, Josiane, dans l'exposition, qui est à la fin. Oui, oui, oui. Et qui se sert des objets pour nous parler de différentes qualités ou attitudes typiquement autochtones et qui pourraient peut-être sauver notre monde actuellement si elles avaient été entendues. Donc, je ne détaillerai pas avec vous, vous pouvez aller voir l'exposition, mais en gros, c'est vraiment sur les approches, la compréhension du monde comme étant un système duquel on ne peut absolument pas enlever une partie parce que tout va s'effondrer. Les alliances, l'importance des alliances, l'importance du respect de la nature avec le sac brodé, comment notre seul pouvoir comme être humain, c'est de négocier notre place face à elle. Non pas de s'imposer, non pas de la contrôler, négocier. Et les négociations vont se faire par offrande, attitude de respect et vraiment une complète attitude de respect qui va se marquer beaucoup par des rituels et les offrandes. Et j'ai aucun pouvoir sur elles, sauf la négociation. Et vous avez le bâton de parole aussi, donc comment le chef doit écouter, comment tous ont le droit à avoir le bâton de parole et comment le seul pouvoir du chef, c'est d'écouter son peuple finalement. Hein, aussitôt qu'il n'est plus à l'écoute, il se fait éjecter, c'est pas là. Donc, voilà, c'est des petits clins d'œil pour dire, ben, si on avait écouté peut-être certains de ces principes-là, on n'en serait pas où on est. Des expériences que j'ai menées avec des grands musées, des expériences en général difficiles. J'ai fait une communication à l'ICOFOM. Si jamais ça vous intéresse, le colloque international ICOFOM, je crois que toutes les communications sont encore sur le site. C'est en mars 21. Ben, je ne veux pas développer ici. Mais dans cette présentation-là, ben, j'ai mis des hypothèses. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile de travailler avec ces institutions-là?
autant au niveau méthodologie de travail, en termes de relation au peuple autochtone, en termes de contrôle du leadership, il y a, en termes de manque de formation du personnel, il y a beaucoup à changer dans les attitudes et les méthodologies. Donc, comme je vous dis, je ne peux pas développer beaucoup, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même pas mal eu à réfléchir pour continuer mon travail, hein, parce qu'il reste que les musées, c'est un des lieux de notre société, c'est le lieu dédié à la transmission, hein, donc si on ne change pas nos attitudes-là, ben, on a un problème pour la mise en valeur des savoirs autochtones. Des expériences en milieu communautaire, beaucoup de petites expositions communautaires faites vraiment avec les communautés, dans toutes sortes de contextes, dont au Brésil, dans des sociétés qu'on pourrait dire presque complètement atechnologiques. Hein? Alors, on fait des expos avec les moyens du bord parce qu'il y a très peu d'équipements. Et comment l'exposition, ça devient, c'est vraiment un vecteur puissant de valorisation de sa propre culture. Hein? Parce que d'abord, il faut décider qu'est-ce que je vais mettre dedans. Fait qu'il faut regarder qu'est-ce que je suis. Et ensuite, ben, le fait que d'autres voient ça et s'en émerveillent, c'est un retour extrêmement valorisant. Donc, c'est pour ça que je travaille avec l'exposition. Hein? C'est toujours dans l'objectif d'empowerment. L'outil, surtout depuis mon passage chez les Guarani, l'outil que je privilégie beaucoup, c'est la conversation. Et encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à instaurer dans nos projets de recherche, dans nos institutions, dans nos modes de fonctionnement subventionnés, où il faut que tout roule vite avec des objectifs précis. Moi, je me suis vraiment perçue là, en 30 ans là, que c'est là qu'on atteint des objectifs avec les peuples autochtones parce que c'est leur mode de pensée. La conversation pense. Hein? La conversation nous fait penser et pense et amène à se penser. Donc, c'est toute la base de la tradition orale. Et si on ne prend pas ce temps-là, si on arrive, on a 20 minutes, il faut qu'en 20 minutes, les gens se livrent, ou en 1 heure, ou en 2 heures, on a déjà un gros problème de confrontation paradigmatique là, qui fait qu'on n'ira pas, on ne pourra pas aller très loin. Alors, il faut donner le temps à la conversation. Conversation de groupe, conversation individuelle aussi. Hein. Ça, c'est un travail que j'ai fait où j'ai rencontré près de 800 personnes des Premières Nations en 3 ans. Donc, j'ai sillonné le Québec au complet avec une question. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à propos de vous? Et cette question-là s'étale sur 2000 pages de verbatim. C'est la base de l'exposition Musée de la civilisation, en partie parce que ça a été très difficile d'insérer ces savoirs-là. Et c'est la base de l'expo que vous pouvez voir présentement au Musée McCoy. Une fois que j'ai entendu, ça c'est, je ne vous mets pas toutes les étapes pour arriver à tirer une structure de connaissance, je dirais, des 2000 pages de verbatim, qui ne soit pas de l'interprétation, qui ne soit pas non plus un résumé. Il faut que ça soit un condensé. Et là encore, en termes méthodologiques, scientifiques, je me suis longtemps heurtée dans mes demandes de subvention, par exemple, à légitimiser cette façon de travailler. C'est vraiment une façon autochtone, ça aussi. C'est je regarde le monde, je capte le monde et je prends ce qui est. Et ça, je l'ai vraiment vu chez les Guarani. Ce qui est existe. Ce qui est là, ça existe. On ne questionne même pas ça. Et nous, avec tous nos modes analytiques, hein, tout le temps, ça, c'est vraiment fascinant comment on confronte encore une fois vraiment deux façons de penser.
Alors ici, notre objectif, c'était d'organiser ces contenus-là pour pouvoir les transmettre. Alors, c'est tout un travail, comme je vous dis, de ne pas résumer ni interpréter, mais de chercher un condensé de l'information. J'ai été pas mal fascinée que tout ce travail-là arrive à l'être autochtone au centre comme étant l'axe central de cette espèce d'hélice-là, hein, et que l'être autochtone, c'est une relation. Alors, tous les contenus ont amené à ça, sans que jamais je le vois venir. Hein. Et c'est vraiment ce que c'est la pensée autochtone. C'est une pensée de relation constante. On ne peut pas se penser isolément. On ne peut pas isoler un élément du monde pour le comprendre parce qu'on le rend insignifiant en faisant ça. Donc, c'est très difficile là, pour nous dans le monde rationnel. C'est presque impossible de pouvoir penser comme ça de toute façon. Mais c'est assez difficile à appliquer en recherche. Ou c'est difficile à financer, en tout cas, en recherche. Ici, je voulais justement vous montrer un petit exemple de ça, comment il faut tout le temps qu'on soit en développement de méthodologie et d'interface. Dans ce travail-là, où on est en deux mondes, hein, tout le temps, en deux modes de saisie du monde et en deux façons d'exprimer le monde. Donc, dans ce cas-ci, c'est des ateliers de cinéma vidéo chez les Guarani pour que, justement, ils peuvent faire leurs revendications politiques, exprimer qui ils sont, exprimer leur culture à leur façon. Encore une fois, il faut vraiment jaser beaucoup. C'est là que j'ai appris cette importance-là, même si ça prend 3 niveaux de traduction. Et on arrive ici à vouloir faire un film sur l'histoire de la communauté. Et tout s'exprime par des images globales. Donc, c'est vraiment à travers une image que va s'exprimer une expérience de centaines d'années ou de dizaines d'années ou d'une semaine ou d'une heure. Donc, là, on s'est confronté à quelque chose de profond dans les façons de saisir le monde. Hein? Et c'était, comment on part de ça pour faire un scénario? Et moi, ça a été une expérience difficile parce que j'ai eu l'impression que j'ai forcé ces gens-là à travailler avec ma façon, la façon occidentale de raconter une histoire. Alors, on sortait de l'oralité, hein, qui revient toujours en boucle puis qui transforme son récit. Et on a tenté différentes choses, donc de décortiquer l'image, par exemple. Et encore une fois, je ne veux pas aller trop loin, mais on cherche. Je veux juste vous dire qu'on cherche tout le temps les interfaces pour se parler en deux mondes. Et il faut arrêter d'imposer la nôtre. Il faut arrêter d'imposer notre vision, notre façon de faire. Et ce n'est pas facile dans les milieux dont on nous parle et dans lesquels on nous parle. Donc, on a travaillé par l'image, on a travaillé à décortiquer. Je ne referais pas ça comme ça aujourd'hui, mais ça montre tout le travail de la praticienne, hein, et de la créatrice là, de pédagogie qui essaie de voir comment je peux ne pas être un rouleau compresseur. Hein, comment je peux être à l'écoute puis essayer de travailler dans leur façon de travailler. C'est ce que les institutions ne font pas. C'est ce que le musée ne fait pas. Par exemple, avoir une vision plutôt que des objectifs. Là, je me suis beaucoup confrontée à ça dans le dernier projet. Alors, c'est une façon autochtone de construire du contenu, c'est d'avoir des visions. C'est rien d'énigmatique, là. C'est vraiment que les choses apparaissent tout à coup. Clairement, on voit ce qu'elles devraient être. Et ça, c'est un mode qui n'a pas fonctionné du tout avec le musée parce qu'il ne faut pas avoir une vision au départ. Il ne faut pas le savoir ce qu'on va faire. Il faut d'abord savoir nos objectifs de contenu.
Donc, on s'est confrontés tout le long à dire non, pas besoin de passer par là. Je l'ai, la vision de ce qu'il faut que ce soit. Alors, là, c'est un heurt de méthodologie, vraiment, vraiment. Et ça a vraiment pesé beaucoup dans ce projet-ci. Je vous montre cette image-là parce que moi, c'était ma première vision. C'est juste ce qu'on appelle un croquis d'intention. Hein, c'est pas du tout développé, mais il faut que le paysage soit présent. Il faut que ce soit d'abord un paysage, cette exposition-là. Et ça va être remis en question tout le long, ça va être repoussé, ça ne sera jamais le temps d'en parler, puis non, on n'a pas assez de recul, on n'a pas ci, on n'a pas ça, pour que finalement, le paysage soit dominant dans l'exposition, comme tu l'as vu, Josiane. Mais parce que ça n'arrivait pas au bon moment, c'était pas bon. Donc, ça, c'est un gros problème dans la conférence j'ai dernièrement, c'est les méthodologies de design d'exposition sont complètement mésadaptées au travail interculturel. Il faut vraiment, vraiment... Puis je pense que tout ça est adaptable au monde universitaire aussi, là, comme réflexion. Je voulais vous montrer aussi encore très rapidement dans l'échelle de collaboration de Beuret qu'on a modifié pour nos recherches, qu'on a adaptées. On essaie vraiment, vraiment de travailler ici dans le carré jaune. Donc, vraiment dans le type de relation qui instaure du dialogue, la concertation, la conversation. On rejette la consultation parce que la consultation, vous pouvez consulter autant que vous voulez, mais en bout de ligne, vous allez faire ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas ça l'objectif, hein, c'est vraiment d'arriver à travailler ensemble. L'action collective, c'est vraiment que finalement, on n'aurait pas besoin de nous. Hein, les gens sont capables de faire eux-mêmes cette exposition-là. Et on se situe pas mal, nous, en concertation. L'action collective, ça prend des années à arriver à ça, puis je n'aurais pas la prétention de dire qu'on l'atteint. Mais c'est très difficile de faire avancer les musées et les institutions vers ces niveaux-là. Je vous dirais qu'il reste en bas, dans conserver le pouvoir. Hein, donc, excusez-moi, l'échelon le plus bas. Donc, tout faire à la place d'eux, consulter un petit peu, et puis rester dans la conformité de ce qu'on connaît. Alors, moi, c'est ça que je vois. Comme je vous dis, il y a de l'ouverture pour faire autrement, mais on ne prend pas nécessairement les bonnes voies pour le faire, puis on ne donne pas les moyens, parce que ça demande beaucoup de moyens pour arriver à ces niveaux-là supérieurs de collaboration. Je voulais vous montrer, ici, c'est une échelle de collaboration dépendant des différentes étapes du projet de mise en exposition. Et vous avez la ligne rouge ici qui est un projet menant en communauté avec la Maison des Quanichit et où on réussit à rester au niveau de la concertation tout le long. Hein, on reste dans le niveau supérieur tout le long. Avec les musées, c'est pas mal de tiraillage, de combat, mais on réussit pas pire. Mais quand on arrive à l'étape 6, quand on arrive à la production, là, perte totale de contrôle, là, et toute cette zone-là, ici, c'est la zone où ça échappe tout le temps. Alors, même si tout ça, c'est plus ou moins bien passé, dépendant des musées, quand on arrive ici, c'est reprise de contrôle total. Quand on arrive à la fin, vers la fin, on dirait que tout le long, c'est comme, on la laisse aller avec ses affaires, puis à la fin, on va reprendre la parole. Hein, fait que ça arrive tout le temps. Je ne sais pas trop comment défoncer ça. Je ne sais pas si je vais voir ça de ma carrière. Je voulais vous dire, revenir à l'enseignement. Ça, c'est un cours que je donnais à la maîtrise, que j'ai adoré donner. C'est juste pour vous dire que c'est possible de changer les mentalités et les façons de faire. Alors, ce sont des étudiants en art qui ont toujours travaillé sur leur langage artistique, leur carrière, leur expression, et que là, à qui je demande de complètement s'oublier et de se mettre au service d'une communauté de pratique. Donc, ils doivent choisir une communauté de pratique dans la société civile, des petits groupes,
peu importe, une ligue de jeux de poche, une ligue de hockey, des collectionneurs de timbres, ici, l'association Pêche Blanche. Donc, et de travailler avec ces gens-là, à identifier leur culture, leur patrimoine, qu'est-ce qu'ils ont amassé ensemble, matériel, immatériel, et de penser un dispositif de mise en valeur avec eux. Donc, à la fin de ça, c'est 45 heures, puis c'est complètement gagné. Et c'est ça que je n'arrive pas dans les musées, c'est que les égos sont très, très forts pour dire ça va être mon expo, ça va être l'expo du musée, ça va être mon langage. Alors, c'est très difficile là, d'arriver à s'exprimer quand on sent il y a une volonté de fond de s'exprimer plutôt que d'aider l'autre à s'exprimer. Hein? Donc, c'est possible de changer ça, mais il faut que les institutions veuillent le faire. Josiane le disait tantôt dans l'introduction, j'assistais dernièrement à une rencontre avec des spécialistes en éducation autochtone à travers le Canada et ça m'a frappé comment les gens sont convaincus qu'ils ne peuvent plus transformer les institutions de l'intérieur. Alors, on ne peut plus faire ça. On perd du temps et nos savoirs s'effritent. Alors, essayez de changer l'université, essayez de changer le gouvernement, essayez de changer le ministère, essayez de changer le musée. On perd un temps énorme, il faut créer nos institutions. Alors, il faut créer nos écoles, il faut avoir le pouvoir sur nos programmes. Bon, mais c'est pas évident non plus. Il faut l'argent pour pouvoir le faire. Hein. C'est pas facile à obtenir non plus, mais ça m'a frappé parce que j'arrivais un petit peu au même constat. Tous les livres que j'ai publiés, je les ai faits à compte d'auteur. Parce que il faut que je m'arrange tout seul. J'en aurais pas de support. Les subventionnaires ne comprennent pas, les conseils ne comprennent pas. C'est considéré plus ou moins intéressant pour les musées également. Donc, il faut à quelque part reprendre pouvoir. Et on arrive à la charte UNESCO. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Alors, je voulais offrir une page blanche aux Premières Nations du Québec et leur dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse. J'ai ça, j'ai une coquille vide et il fallait que je présente le projet UNESCO en présentant une coquille vide. Alors, c'est tout le problème des démarches collaboratives, c'est je ne peux pas canner une demande de subvention avec les objectifs, les contenus, les méthodes, les résultats attendus quand je n'ai pas encore entamé le projet de collaboration avec mes partenaires. Alors, tout ça est à revoir, toutes ces structures-là. Hein? Donc, il faut convaincre les subventionnaires qu'il faut faire confiance et laisser la coquille vide pour que ce soit nos partenaires autochtones qui la remplissent. Donc, on a travaillé beaucoup par dessin parce que les symboles visuels sont très importants dans les sociétés orales. Alors, on n'aura pas le temps de les regarder en détail non plus. Je veux vraiment que vous voyez la vidéo avec Jacques. Mais on a travaillé beaucoup, conversé, rencontre par-dessus rencontre avec plusieurs de nos partenaires autochtones. Ça, c'est ce que la Charte doit faire. Elle doit nous remettre en relation avec le monde. Relations internationales, relations interculturelles, relations interdisciplinaires, relations intersectorielles, relations intergénérationnelles. Vous nous avez coupé du monde, isolés dans des réserves, sans communication. Il faut nous remettre dans la chaîne du monde. Donc, on revient au schéma de tout à l'heure, hein, quand je vous disais, ça m'a beaucoup surpris que tous ces contenus-là de 2000 pages arrivent à l'être autochtone est un être de relation et que demande d'être remis dans une dynamique de relation. Donc, encore une fois, on ne va pas trop en détail. Je ne fais jamais sur la bonne direction. Je m'excuse, ça doit être étourdissant pour vous. Non, pas du tout. Ça va? On a travaillé beaucoup à dire il faut que ce soit une chaire à gouvernance autochtone. Il y a 7 chaires qui abordent des questions autochtones sur les 700 chaires UNESCO, aucune a une gouvernance autochtone. Comment je peux dire, sur 13 chercheurs, il y en a un d'autochtone, comment je peux dire c'est une chaire autochtone?
il faut que je trouve comment. Donc, c'est la création de comités qui prennent toutes les décisions à la chaire. Le comité des sages est le central. Alors, le cercle rouge au centre, le cercle rouge derrière. On travaille pour les Premières Nations et notre cœur, c'est vraiment le comité des sages. Sages n'étant pas aînés, sages étant des gens reconnus dans leur milieu comme étant des gens spécialistes de la culture. Et c'est eux qui ont donné tout le système de valeurs à la chaire. Et tout le reste s'est organisé autour de leur pensée. Le comité scientifique est majorité autochtone, le comité de gestion également. Et vous avez les partenaires et les lignes rouges, c'est que chaque projet de recherche doit être accompagné par un comité aviseur autochtone. Donc, c'est ce qu'on a pensé pour essayer de donner une gouvernance autochtone à la recherche. Dans l'application, ben, on verra. Comité des sages ici, je voulais juste vous souligner ici l'encadré en rouge. Ça, c'est vraiment les valeurs sur lesquelles a travaillé le comité des sages. Une fois que ça est né, il faut que je vois comment ça s'incarne dans tous les outils de gestion de la chaire. Sinon, je ne fais pas mon travail. Hein? Donc, comment ça influence, comment on va évaluer des projets de recherche, comment ça influence la programmation, comment ça influence le choix des partenariats, etc. Donc, comment on pense la résolution de conflits dans une logique éthique comme celle-là. Donc, ça a été, tout ça a été repensé. Donc, ça a été essentiellement notre travail dans le premier mandat de la chaire. Marcher ensemble, hein, le principe du co-marcheur. Le chercheur communautaire et le chercheur universitaire collaborent d'égal à égal, marchent côte à côte, se soutiennent mutuellement, donnent sans retenue. Ça veut dire plein d'implications par la suite, comme je vous disais, dans la programmation, les outils de gestion, puis le choix des projets et des partenaires de projets. Donc, ça a vraiment été le gros de notre premier mandat. Ce que vous allez voir, la capsule, j'espère qu'on a le temps, la capsule avec Jacques et Jean-Philippe, c'était une autre tentative que je faisais pour que deux mondes se rencontrent. Donc, deux intellectuels de haut niveau, un qui s'inscrit plus dans la pensée objective et rationnelle, et l'autre, Jacques d'origine Innu, plus dans la communauté, dans la pensée holistique, circulaire, qui axe sur la récursivité, hein, comme il va nous le dire. Donc, je les mets en présence, puis je leur dis discuter dans un contexte agréable et je ne donne pas de temps. Discuter. Rentrer en conversation. On verra après ce qu'on fait avec ça. Donc, ça peut durer jusqu'à 8 heures des fois. Je ne veux pas scénariser, je ne veux pas contrôler. Et après, on regarde ça ensemble, puis on dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et on a créé trois capsules et qui étaient dédiées à l'exposition au musée. Une seule a été retenue finalement. Ça aussi, ça a été difficile qu'il y en ait même une. Alors, l'idée, c'est de les mettre côte à côte, face à face, égal à égal, qu'on ne sente pas que l'alloctone veut mettre en valeur l'autochtone. Hein, c'est vraiment d'égal à égal. Et ça, c'est un projet pilote que je veux poursuivre. Il y a tellement d'intellectuels autochtones qui ont été oubliés, qu'on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas dans les réseaux universitaires. Et je pense que ces capsules-là, c'est une bonne façon, l'oralité, de mettre en conversation. Alors, ben, c'est Ida qui va la mettre en ligne. Au moment du choc des civilisations là, entre l'Europe et les sociétés autochtones, il y a des sociétés autochtones qui sont principalement, dans certains cas, quasi exclusivement basées sur l'oral, sur l'oralité, sur la parole. Puis il y a des sociétés européennes où c'est basé sur l'écrit,
Et c'est un autre rapport au pouvoir, ça, c'est un autre rapport à l'organisation sociale. Mais là, tu n'es pas freudien quand tu poses ce genre de questions-là. Non. Non. Oral, écrit. Dans l'écrit, il y a un élément de retention, là. Tu sais, presque anal, là, comme dirait Freud, dans le sens que quand c'est écrit, ça reste. Par contre, l'oral, ça fait appel à une certaine érudition, dans le sens que il faut une mémoire phénoménale. Comme tu disais, il faut être capable de résumer ce que les autres ont dit avant, puis là, tu fais avancer un autre bout, puis tu reviens. Les gens disaient quand ils allaient voir Géronimo, si tu dis pas la vérité, il va le sentir. Alors, l'oral, pour eux autres, c'est une façon de sentir si tu dis la vérité ou pas comme tel. Parce que si tu écris, c'est comme si tu te mettais des balises. Il ne faut pas que tu aies peur, il faut que tu t'ouvres, te mettes en danger. L'expression dit donner sa parole. Hein? Oui, oui. Mais ça, c'est très important. Sais-tu pourquoi? Moi, j'ai un terrain de chasse, j'ai une cache. Toi, tu montes, ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, puis je t'ai dit qu'il y avait une cache. Faut-il que je sois précis, mon ami? Parce que si je te dis le mensonge, tu risques ta vie. Alors, la parole, c'est relié à la survie. Tu as l'air de dire que quasiment que plus on est dans une société de la parole, plus on est dans une société de la confiance. Ben oui. Mais le plus important, c'est la conception que j'appelle des perspectives. Parce que c'est de l'empathie, c'est être capable de se mettre dans la peau de l'autre pour savoir comment il va te comprendre, puis ajuster ce que tu lui expliques, etc. Alors, l'oral, au niveau autochtone, c'est très important. Puis tu n'employais pas les mots ou la parole pour rien. Et la conception des territoires, c'est ça. C'est comme une série de cercles. Puis il y a des cercles qui sont séquents avec d'autres groupes. Alors, il faut s'entendre. Si quelqu'un brise ton cercle, il faut qu'il récompense. Si quelqu'un vient chasser sur ton territoire, il faut qu'il te laisse quelques fourrures pour compenser. Mais on ne l'empêche pas parce que lui aussi a besoin de vivre. Alors, c'était comme ça que ça... Bon, on a présenté juste un extrait, ça finit un petit peu abrupt. Celles-là, c'est pas le produit final. La colorisation, la traduction sont pas encore finalisées. Parce qu'elle n'a pas été présentée dans le musée, donc elle n'est pas terminée. On va tenter de les mettre sur le site Internet du musée. Hein, c'est bien. Ben voilà, écoutez, c'est comme je vous disais, c'est comme une dictée en phrases détachées avec toutes sortes d'expériences. En patchwork. Non, mais nous avons, enfin, j'ai beaucoup aimé et ça nous fait réfléchir finalement pour surtout le contraste entre l'écrit et l'oral. Pour nous, c'est l'oral qui a une moindre valeur que l'écrit. Et par exemple, quand nous avons ces conférences, il y a certaines personnes qui attendent qu'elles soient imprimées plutôt que diffusées oralement, parce que pour elles, ça ne compte presque pas la diffusion orale. Mais enfin, il y avait beaucoup plus de choses dans ta magnifique exposition et je laisse Monsieur Couture, qui est spécialiste des questions, pour te poser, pour amorcer le débat, si tu veux bien. Yves? Oui, merci Josiane. Je ris parce qu'on me fait des blagues par écrit sur ta fonction. Et je ris aussi parce que vous m'appelez spécialiste des questions, qui est un beau titre. Mais pourquoi c'est pas péjoratif? Non, non, je le reçois avec bonne grâce. Je peux t'appeler inquisiteur.
Pour que madame... J'aurais effectivement plusieurs questions à poser, mais je vais me restreindre pour permettre à tous et toutes d'entrer dans la conversation. Il y a des questions de niveaux très différents. Certaines sont plus concrètes et peut-être que je vais garder la dernière, qui est la plus générale, qui est assez abstraite pour la fin. La plus concrète, disons, ce serait pour les blocages institutionnels. Euh, Vous suggériez peut-être qu'on pourrait les dépasser en créant de nouvelles institutions, en laissant, disons, dans ce cas-ci, les Autochtones créer de nouvelles institutions. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que, au terme de la conversation, c'est que l'État, les fonds publics pourraient être réorientés pour accroître l'autonomie des Autochtones et les soutenir financièrement pour la création de leurs propres institutions? Donc, ça serait un alliage des deux parties en un sens, mais qui aurait encore un lien avec la société civile non autochtone par le financement et tout, mais ça permettrait effectivement de donner des voix à ceux qui jusqu'à maintenant n'ont pas eu beaucoup de voix dans la création des musées et de plein d'autres institutions. Donc ça, c'est ma question la plus concrète. Est-ce que je suis peut-être mieux de toutes les, j'en ai trois en fait, je vais toutes les énumérer, les poser. La deuxième, c'est oral-écrit. J'étais pas, je vois l'intérêt de cette distinction, les sociétés à tradition orale, et je suis conscient, étant aussi professeur de philosophie politique grecque, où on discutait beaucoup de la distinction de l'oral et de l'écrit, de tous les enjeux qu'il y a derrière. Mais il ne faudrait pas recouvrir d'autres facteurs qui créent la différence qu'on cherche à penser. Et parmi les autres facteurs, il y a la taille des sociétés. Vous savez, quand on est 36 ou 36 millions au Canada, ou je ne sais pas à quoi on est rendu, bien sûr, une taille semblable exige une formalisation, une distance, une abstraction. Donc, ce n'est pas seulement la distinction entre l'oral et l'écrit, c'est aussi tout. J'ai donné un seul autre exemple, celui de la taille des sociétés, qui nous force à cette formalisation, à cette mise à distance. Et ça serait difficile de retrouver dans des sociétés aussi larges que les nôtres des types de relations qui ont été mises au point, qui avaient toute leur force et leur sens dans des sociétés beaucoup plus réduites où on se connaissait, etc. Donc ça, c'est ma remarque sur la distinction orale et écrit. Et ma dernière question que je gardais pour la fin, la plus liée à mon métier, qui est quand même la philosophie, peut-être qu'on est un contexte plus favorable que par le passé, que dans les décennies qui nous précédaient, parce que les thèmes du pluralisme et les thèmes du changement sont partie prenante désormais de ce qu'on veut être la démocratie, etc. Mais ça pose un obstacle. En vous écoutant, il y a un obstacle paradoxal, c'est que notre société qui fait l'éloge du changement et l'éloge du pluralisme rencontre la parole autochtone qui se définit d'une manière que certains courants de pensée appelleraient aujourd'hui, mais je vais mettre des gros guillemets à mon terme, d'une manière essentialiste, au sens où il y aurait une pensée autochtone, alors que l'Occident se conçoit l'être humain comme un être historique constamment en changement. On ne voit pas pourquoi la pensée autochtone ne changerait pas elle non plus. C'est tellement fort dans la pensée occidentale que l'humain est un être historique voué à changer. Et ensuite, on nous dit, oui, mais l'autochtone, c'est comme ça qu'il est, comme s'il ne changeait pas, comme si le vieux schéma, l'autochtone, n'était pas historique. On reproduit ce qui était peut-être le défaut de la pensée occidentale, de projeter sur l'autre une non-historicité, tandis que nous, l'Occident, nous serions l'être historique par excellence. Y a-t-il pas un risque dans cette façon de concevoir le dialogue entre autochtones et non-autochtones de reproduire de l'essentialisation de l'autochtone comme celui qui a une pensée qu'on peut définir dans toute une série de caractéristiques et qui ne changera pas, qui est ça, tandis que l'Occident et même la science moderne occidentale se conçoit comme un changement constant, comme voué à la transformation. Donc, si l'autochtone est défini par ses caractères de relation, etc., c'est comme si on le fixait, voilà l'essence de l'autochtone. Et il est difficile pour l'occidental qui conçoit tous les êtres humains ou l'humanité comme étant historique de respecter jusqu'au bout, au-delà de la politesse et de la bienveillance, de respecter jusqu'au bout une position qui refuse de concevoir que l'être humain est voué au changement et donc l'autochtone aussi. Donc ça, c'est ma question la plus complexe que je gardais pour la fin.
Ben, commencer par la plus complexe. Écoutez, c'est un danger. C'est vraiment un danger parce que ben moi, étant, comme je vous disais, utilisant la création comme un outil d'émancipation et d'empowerment, je suis quelqu'un qui n'est pas pour la reproduction du passé, c'est certain. Et ce que je vois beaucoup chez les jeunes autochtones, ils sont paralysés. Ils sont paralysés parce que ils ne sont reconnus dans leur communauté que par les aînés que s'ils sont conformes à ce qu'on attend d'eux en regard de la tradition. Et s'ils veulent vivre dans le monde moderne à leur façon et réinterpréter cette tradition-là dans leur vie, il y a vraiment un rejet qui se crée. Ça m'a frappé quand je suis allée enseigner chez les Inuits en 95-96 à des enfants, des ateliers en design. Et la culture est en colère parce que je leur demandais de créer des nouveaux objets, mais des nouveaux objets arrimés aux actions qu'ils faisaient dans le territoire. Et ce sont des créateurs extraordinaires. Hein? Les Inuits sont les meilleurs designers de la préhistoire. Mais pour les professeurs de culture, il fallait qu'ils fassent jusqu'à leur mort des petits traîneaux. Hein, alors, oui, c'est un danger vraiment terrible. C'est comment participer au monde actuel, comment apporter à la science actuelle, comment apporter à l'univers des connaissances et rester soi-même et se projeter. Et il y a beaucoup... c'est ce qui me fait peur un petit peu quand je vous disais, ça m'a surpris de voir que les spécialistes en éducation autochtone disaient qu'il faut se replier puis il faut ouvrir nos propres institutions. Je ne vous dirais pas que moi, je trouverais que ce serait la meilleure solution, ce repli-là. Mais c'est le repli de petits groupes qui se sentent menacés par une majorité qui, plutôt que de recevoir leur façon d'être, essaie de la changer. Donc, oui, idéalement, on crée des institutions qui cohabitent, où ces différents types de pensée et de savoir cohabitent, se nourrissent et grandissent ensemble. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Puis là, il faut se replier parce qu'il faut sauver ce qui reste. Mais je ne vous dirais pas, Yves, que je trouve que c'est pas ça qui aurait été la situation idéale. Et se rabattre sur la tradition et dire qu'il faut sauver, il ne faut plus bouger, il ne faut plus que ça bouge, c'est la mort d'une société, ça. Hein? Donc, non, c'est la création, c'est la projection, mais à partir de soi. Et quand tu ne sais plus qui tu es, c'est très, très, très... c'est très difficile et le réflexe, c'est non, il faut se rattacher aux 2-3 choses qu'on sait de nous-mêmes. Donc, c'est un débat complexe. Mais est-ce que c'est qu'il n'y a plus personne qui croit que les universités peuvent se transformer? Que c'est des énormes éléphants à transformer, qu'il y a trop d'éducation à faire, qu'on part de trop loin. Du côté autochtone, on n'y croit plus beaucoup. Mais comme tu disais, financer des institutions, ben, peut-être pour un temps que ce serait ça. Peut-être que pour un temps dans l'histoire, il faut accepter qu'ils ont besoin de se replier, de créer leurs institutions, de retrouver leur savoir et de se réinsérer dans le monde à partir de ça et que les relations, les communications, la perméabilité sera d'autant meilleure dans quelques années. Mais c'est vraiment ce qui est demandé des leaders. Hein? On veut pouvoir avoir nos systèmes d'éducation, on veut avoir nos collèges, on veut avoir nos écoles primaires, secondaires, on veut enseigner nos langues. Il est minuit moins une, là. L'école, c'est le meilleur outil de colonisation hein, et d'acculturation, telle qu'elle est maintenant.
L'oral écrit en regard des tailles des sociétés, je ne sais pas, parce que quand on pense au nombre d'Autochtones qu'il y avait sur le continent nord-américain à l'arrivée des Européens, c'était quand même important et c'est des sociétés qui avaient des échanges, qui étaient en constante relation de troc et de négociation et qui ne connaissaient pas l'écrit, mais vous connaissez ça plus que moi, c'est vraiment pas, mais tu sais, je me dis, est-ce que c'est relié aux tailles des sociétés? Probablement quand on est rendu des millions. Mais c'était quand même des sociétés qui étaient de plusieurs millions à l'arrivée des Européens et qui communiquaient du nord au sud, de l'est à l'ouest, par toutes sortes de moyens qui n'étaient pas l'écrit. Mais en fait, je ne voulais pas remplacer les distinctions intéressantes ou les faits intéressants qu'on peut rejoindre par la distinction orale-écrit par une autre qui dit non, c'est plutôt autre chose. Mais seulement signaler que peut-être qu'il ne faudrait pas lui faire trop dire. Il y a d'autres phénomènes qui, comme j'ai nommé par exemple la formalisation des rapports humains, elle me semble un peu inévitable avec la taille des sociétés. On imagine mal une société d'1 milliard de personnes où les rapports ne seraient pas beaucoup plus formalisés que dans une petite société. Une petite anecdote, quand je travaillais au Brésil, j'ai travaillé de 2008 à 2015 et nos partenaires Guarani ne nous ont pas dit ça dans les premiers séjours, mais quand on est devenus pas mal déjeunés ensemble, ils m'ont dit, sais-tu comment on vous appelle? Depuis que vous venez ici. J'ai dit non. Ils disent, on vous appelle ceux qui courent tout le temps avec des papiers dans les mains. Et ça m'a peiné d'entendre ça. C'est pas l'image que je voulais avoir. Une société de l'écrit. Merci, ça va pour moi. Merci beaucoup, Yves. Là, je vois Madame Séguin qui veut poser la question. Oui, Oui, excusez-moi, j'essaie de mettre en marche ma caméra, mais je semble avoir du mal à le faire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très on bien. t'entend. OK, voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Ken, pour votre présentation que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Je voudrais faire une question / commentaire qui est liée un petit peu à celle qu'Yves vient de faire, mais qui déplace un petit peu plus en direction de la politique, parce que moi, je suis politologue de formation. Et vous avez dit des choses qui, moi, m'interpellent. Vous avez parlé d'empowerment, de pouvoir, de revendications politiques. Je pense que vous en avez parlé notamment quand vous avez parlé des Guarani. Et donc, la question que je voudrais vous poser, mais si vous permettez, je vais élaborer une sorte de petit raisonnement à l'appui de ma question. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'on pourrait, parallèlement à la monstration, je ne sais pas comment dire ça, la démonstration, la mise en visibilité des savoirs autochtones dans les musées, est-ce qu'on pourrait parallèlement faire une mise en pratique extra-muséale des savoirs autochtones? Et la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que je crois, mais vous pourrez peut-être réagir fortement là-dessus, je crois que si on se cantonne dans les musées et éventuellement dans les institutions autochtones dont vous souhaitez la création, il y a peut-être là, me semble-t-il, un risque de folklorisation des peuples et des savoirs autochtones. Alors, je vous soumets toujours à l'appui de ma question l'hypothèse suivante. Est-ce qu'on peut penser que la colonisation des peuples autochtones n'est pas l'élément central? L'élément central, c'est que leurs savoirs sont des savoirs minoritaires, mais qui font partie d'un bassin plus grand de savoirs minoritaires qu'on pourrait appeler des savoirs profanes si on les met en parallèle avec les savoirs scientifiques.
Et donc, si on se penche, et moi je l'ai fait parce que je suis spécialiste du domaine sciences, technologies et société, si on se penche sur les interactions entre les savoirs scientifiques et les savoirs minoritaires, profanes, auxquels appartiennent, me semble-t-il, les savoirs autochtones, on a, je pense, 3 cas de figure. On a d'abord une relation d'ignorance mutuelle, donc les deux coexistent. Et là, je me demande si ce n'est pas peut-être le danger de revendiquer justement des institutions purement autochtones de transmission de leur savoir. Le deuxième cas de figure, c'est une confrontation pure et simple, et on en a de nombreux exemples. Et le troisième cas de figure, ce serait la convergence. Ce que moi, j'appelle l'émergence de la figure du profane expert. Hein, et je le mets en un seul mot, le profane expert, c'est-à-dire le profane qui peut être autochtone ou non autochtone et qui parvient à discuter avec des experts scientifiques et qui donc acquiert lui-même ou elle-même un statut d'expert, mais qui n'est pas un statut d'expert scientifique. Et je me permets de signaler un article de l'un de mes collègues qui est un spécialiste des questions autochtones, qui travaille énormément avec des communautés autochtones et qui a fait un article tout à fait passionnant sur les savoirs traditionnels écologiques, donc les savoirs autochtones traditionnels en matière d'écologie. Et là, je reviens à ma question initiale. Est-ce qu'on peut également penser à une mise en pratique de ces savoirs, pas seulement leur mise en musée? Et son papier, en fait, décrit des expériences de co-gestion des ressources naturelles sur des territoires autochtones. Et là, l'objectif, c'est véritablement de sortir les Autochtones de leur folklore et de dire, vous allez participer idéalement sur un pied d'égalité, mais là, évidemment, ça pose quelques problèmes, mais idéalement sur un pied d'égalité avec les bureaucrates à formation scientifique des ministères canadiens concernés. Voilà, donc je m'excuse d'avoir fait une intervention peut-être un petit peu longue, mais je répète ma question. Est-ce qu'on peut penser à une double stratégie, à la fois montrer les savoirs autochtones dans les musées et éventuellement dans des institutions d'éducation autochtone, mais également mener une stratégie de mise en pratique extramuséale de ces savoirs? Je vous retournerai la question. Oui, mais comment? Parce que... Bien, justement, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de cet article que je pourrais vous envoyer si vous le souhaitez. Je crois que j'ai lu son livre. J'ai lu son livre, je crois, à votre ami. Comment il s'appelle? Nicolas Hood. Ah non, non. J'ai lu un livre d'un auteur qui parle d'expériences semblables. Alors, moi, je parle de Nicolas Hood, qui est bon collègue, mais qui est géographe de formation. Et donc, il travaille beaucoup justement sur des questions de gestion des ressources naturelles dans le nord du Québec avec des communautés autochtones, notamment avec des Atikamekw. Et son article est absolument passionnant parce que justement, là, c'est de faire, comment je dirais, justement, ce n'est pas une transmission folklorique, c'est de faire avaler, si vous me permettez l'expression, faire avaler à des bureaucrates qui ont une formation scientifique des savoirs autochtones en matière de gestion des ressources naturelles, et il y a de l'espoir, là. Donc, quand vous me dites comment faire, bien, justement, ce qui me paraît intéressant dans l'article et dans tout le travail de Hood, en réalité, c'est de montrer que, alors, les choses ne sont évidemment pas parfaites, mais il y a certainement de l'espoir et il y a certainement un moyen de valoriser ces savoirs-là, de dire ils peuvent nous servir dans la gestion des ressources naturelles. Et là, évidemment, on peut penser à toute la question écologique, bien entendu, au sens large, qui dépasse largement la question des Autochtones. Vous savez que le dernier rapport de l'ONU sur l'état de la planète
soulignait qu'on voyait très bien que les seuls territoires non détériorés étaient ceux gérés par des Autochtones. Sans en dire plus, hein, sans dire pourquoi. Mais oui, on a quelque chose à apprendre. Mais par exemple, pourquoi j'aime beaucoup travailler avec Jacques Curtness, c'est qu'il correspond à ce que vous dites d'un profane expert. C'est quelqu'un qui a un doctorat en psychologie quand même, mais il a été élevé par ses grands-parents qui avaient vécu la vie nomade. Et il peut vraiment se promener, il peut vraiment être un interprète de concepts entre les deux univers. Et ces gens-là sont super précieux justement pour faire les passages d'un monde vers l'autre. Et ça serait fantastique qu'ils soient reconnus, ça serait fantastique qu'ils puissent participer excusez-moi, qu'ils puissent participer à changer les choses. Mais moi, les expériences que j'ai vues, c'est souvent des catastrophes. Parce que la pensée dominante est un bulldozer. Quand je disais tantôt, ça prend des spécialistes d'interface. Il faut toujours qu'on crée des interfaces. Les gouvernements, il faut qu'ils arrêtent d'appeler des aînés à venir participer à une heure, à une rencontre. Puis, merci, bonjour. Tout est à repenser de comment réussir à faire ce mariage-là, mais c'est sûr que c'est ça qui serait l'idéal. Oui, mais c'est bien difficile et c'est embryonnaire. Je crois que j'ai une question de Ida. Voir avec des institutions séparées, l'idéal. Mais on a du gros travail à faire du côté des sociétés dominantes pour être capable de faire ça. Ida, est-ce que tu voudrais poser ta question? Oui. Merci, Josiane. Et merci, Elisabeth, pour ta conférence. J'ai vraiment adoré. Surtout parce que, comme tu expliques bien comment tes recherches se posent également à contre-courant du paradigme dominant. Donc, on connaît bien comme toutes les difficultés de trouver une légitimation au savoir autre, qu'on l'appelle comme les profanes experts, mais moi, je préférais à cette expression celle des praticiens réflexifs à la Donald Schoen. Je pense que ça rend plus justice des savoirs qui ont été comme exclus du processus d'organisation des connaissances traditionnelles occidentales. Et j'aimais beaucoup la partie où justement, comme tu revenais à la similitude entre l'analyse et l'opération de disséquer quelque chose typique de la science, comme c'est affirmé dans notre culture, versus de l'autre côté, cette pensée de la relation, une pensée qui se veut donc orale, qui se veut aussi empathique et attentive à l'écoute. Et justement, tu me faisais penser à l'objet qui est montré à l'exposition à mes cordes, où la figure du patron, du chef, est aussi la personne qui écoute. Et du moment où on n'écoute plus, perd le contrôle perd son pouvoir, en fait. Pour venir à ma question, après ces brefs commentaires, quand on parle des pistes actuelles pour chercher d'intégrer ces savoirs, tu as nommé l'importance du comité consultatif, d'avoir un comité aviseur dans la recherche. Et également, je pense que quand vous faites aussi recours comme à des pairs chercheurs, vu que moi aussi, de mon côté, j'ai fait de la recherche-action, je me demandais, de ton point de vue et à la lumière de toute ton expérience, comment, selon toi, on peut gagner la confiance des membres du comité consultatif? Parce qu'on le sait que c'est très difficile de bâtir ces liens. Et je me demandais comment, selon toi, on peut bâtir justement cette relation de confiance afin que ces savoirs autres se sentent également légitimés au même titre qu'un savoir scientifique, entre guillemets, à participer à la recherche. Parce que ce n'est pas justement seulement donner la voix, c'est reconnaître qu'ils sont légitimes au même niveau que les savoirs traditionnels scientifiques. Ce n'est pas à offrir un cadeau. Voilà. Donc, merci beaucoup encore.
C'est une grande question, Ida, parce que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et qui est abordé beaucoup dans le petit guide de la grande concertation. C'est bien beau dire il faut qu'on soit d'égal à égal, mais quand tu es face à un peuple complètement dévalorisé, il faut que tu développes des stratégies pour en arriver à ce pied d'égalité-là. Et c'est toi, comme personne qui se trouve en position dominante, qui doit développer ces stratégies-là. Et c'est certain que c'est un amalgame de choses assez simples qui finalement fonctionnent. Par exemple, c'est des choses qui sont dites souvent, c'est de travailler dans des lieux où les gens s'identifient culturellement, où ils sont. Bien souvent, on va aller dans les communautés même si c'est beaucoup d'organisations de travail de fond. Il faut mettre en valeur leurs paroles, donc il faut beaucoup être dans une dynamique d'écoute. Et ça a l'air simple, mais à chaque fois que je suis allée dans des communautés avec des employés du musée ou des partenaires du musée, c'était toujours de prendre la parole et de montrer leur savoir. Alors non, c'est pas ça, c'est d'être à l'écoute du leur, le nôtre, on le connaît. Là. Donc, toutes les façons de mettre en valeur, d'être en écoute, de donner la parole, tu sais, c'est difficile à répondre parce que c'est la base de la relation humaine, finalement. Tu sais, il n'y a comme pas de recette, mais il faut vraiment il faut ralentir le temps. Je me souviens d'une présentation à laquelle j'étais allée et un chercheur qui présentait plein d'affaires qu'il avait fait dans la communauté. Et il y a 4 femmes silencieuses, les bras croisés au bout de la table. À la fin, je leur demande, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et elles me disent, bien, si on nous avait demandé notre opinion au départ, on aurait dit qu'il fallait que ça parle de notre culture. On ne l'a pas demandé, on ne l'a pas dit. Donc, tu sais, il faut mettre la table. Il faut donner l'espace parce que ça fait des années qu'ils ne l'ont pas, cet espace-là pour parler. Et ils sont repliés dans un silence. Oui. Ils sont repliés dans un silence. Donc, des fois, on va je ne sais pas ton contexte, là, Ida, mais on va travailler beaucoup avec la photo. Nous, on va demander aux gens d'apporter des photos de choses qu'ils aiment, par exemple. Et on va démarrer une discussion autour de la photo. Tu sais, il faut développer vraiment des interfaces, encore une fois. J'ai 2 questions. Merci, Merci beaucoup. Elisabeth. J'ai 2 questions. Monsieur Séverin Yapo et ensuite Monsieur Gingras. Alors. Merci, professeur. Si on m'entend, je voudrais saluer cette... merci beaucoup. J'aimerais saluer cette brillante communication. Je voudrais réagir à la proposition du professeur Cliff Couture. La question, c'est de savoir, est-ce que les sociétés qui se qualifient comme étant des sociétés établies sur la relation à l'autre sont par essence des sociétés, on dirait, essentialistes. Par contre, je suis tout à fait d'accord pour dire que le mouvement, le changement historique fait partie de celui qui caractérise le vécu humain, hein, parce que l'homme est caractérisé par le devenir. Cela est vrai. Mais la question, toutefois, c'est de savoir si c'est que l'homme change. Est-ce qu'anthropologiquement, l'homme change? Est-ce que ce n'est pas que l'homme modifie son environnement et que l'environnement, la nature compris, conséquemment rétroagit sur l'homme? Alors, la question, c'est, moi j'ai beaucoup aimé l'aspect praticien réflexif dont a parlé Ida. Également, professeur Yves Séguin sur l'idée du profane expert. En fait, ce que je trouve intéressant dans cette communication, dans cette belle présentation, c'est la possibilité de construire quelque chose aujourd'hui avec les savoirs autochtones et puis les communautés dites autochtones. Maintenant, la question, c'est de savoir
est-ce que ces sociétés-là sont vraiment, comment dire, sont arriérées du point de vue culturel. Je ne parle pas du Canada, parce que le Canada, c'est un bel exemple, à mon humble avis, de vie communautaire où on essaie de donner sa place à toute personne de toute origine. Mais pour l'Europe, pour le peu que je sais, des chercheurs qui réfléchissent sur les problématiques éthiques, comme Marc Nyandi, posent la question de ce que c'est que le jeu aujourd'hui, enfin l'individu, vu que l'aspect de l'être ensemble est une donne qui n'est plus, qui est une donnée qui devient rare dans le vécu collectif occidental. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il est vraiment intéressant d'en revenir à ce qui peut faire en sorte que nous puissions vraiment être ensemble. Être ensemble parce que, bon, je vais m'arrêter là-dessus. On sait bien que, résumez votre pensée. Oui, en un mot, comment faire en sorte que la communauté, enfin, que le monde non autochtone puisse interagir de manière éthique avec la société autochtone et vice-versa. C'est ma question. Merci, Séverin. Est-ce que, Elisabeth, c'est plutôt un commentaire qu'une question, mais est-ce que, Elisabeth, tu veux réagir? Allô? Ben, monsieur a parlé d'être ensemble, et pour moi, c'est la base de la méthode. C'est ça. C'est votre réponse, elle est là. C'est comment être ensemble. Oui, comment être ensemble. Et c'est ça l'éthique. C'est savoir être ensemble. Je m'excuse de répondre aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, c'est ce que je tente depuis l'âge de 16 ans, c'est d'être ensemble avec les peuples autochtones. Il faut d'abord avoir la volonté. Hein? Il faut faire attention pour ne pas instrumentaliser. Il faut faire attention pour ne pas écraser ce qui émerge difficilement. Et il faut vraiment vouloir être ensemble avec eux. C'est peut-être pas toujours cette volonté-là là, qui anime les décideurs. Non, ils ne sont pas sensibles à. Je crois que monsieur Yves, si tu as fini, Elisabeth, Yves Gingras. Oui, allô. D'ailleurs, d'abord, je vous remercie pour votre exposé. Ma question sera en lien avec le fait, vous avez fait référence que lorsque vous êtes allé enseigner dans une école à des enfants pour le design, vous leur demandiez de dessiner des nouveaux objets. Et là, vous avez dit que, je ne sais plus le terme, mais soit les anciens ou les sages disaient non, là, c'est pas une bonne idée, là. Il faut nous. Et donc, il y avait des différents points de vue. Ce qui m'amène à ma question. Moi, je regarde sociologue sur le monde et moi, la société, je ne connais pas ça. Moi, ce que j'observe, c'est des groupes. Et dans des groupes, il y a des porte-paroles, il y a des points de vue plus ou moins légitimes, il y a des points de vue qui s'imposent et qui imposent par le fait même le silence à d'autres dans la même communauté. Peu importe la communauté. C'est vrai au Québec, c'est vrai partout sur la Terre. Donc, ma question, c'est la suivante, c'est que je suis mal à l'aise quand, et c'est ce que Yves, à mon avis, au début disait quand il parle d'essentialisme, c'est quand on dit, mettons, la science occidentale. Moi, je m'excuse, mais je ne sais pas c'est quoi, moi, la science occidentale. Je sais c'est quoi la science. Et je sais que quand je vais en Chine, là, puis qu'on parle de mécanique quantique, là, on se comprend. Donc, moi, la science occidentale, je ne connais pas ça. Les Babyloniens sont des Occidentaux, je ne sais pas, mais je sais qu'est-ce qu'une connaissance inventée par des Babyloniens. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Justement, vous qui êtes dans ça, vous voyez les groupes. Et donc, si on dit, ah oui, on veut notre institution, moi, je n'ai rien contre, mais ma question première comme sociologue, ça va de dire, OK, mais c'est qui va la gérer, cette institution-là? C'est-tu le sous-groupe conservateur, appelons-le de même, ou le plus groupe progressiste qui dit, ben, on est tous des êtres humains? Hein? Puis en Nouvelle-France, si on lit sur la Nouvelle-France,
quand les Européens sont arrivés, ils ont échangé avec les Autochtones. Ils ont changé des peaux, ils ont changé des techniques. Il y a des technologies que les Autochtones n'étaient pas plus arriérés que les autres. Quand ils ont vu que l'autre, il y a un pot en cuivre, ils disaient, hey, j'en veux des pots. On s'est échangé des pots. C'était donc des êtres humains. Ce n'était pas des ours, ce n'était pas des lions, c'était des êtres humains. Donc, quand on dit, nous, les Autochtones, on veut ça, moi, je dis comme sociologue, ben, d'un instant, là, tu parles au nom de qui? Est-ce que moi, je parle au nom du Québec? Les Québécois veulent que... Je suis toujours mal à l'aise lorsqu'on oublie le nom de la personne qu'on parle. Le grand chef, il représente un courant. Et il défend ça. Il est peut-être majoritaire, on ne le sait pas trop, mais il peut l'être ou non. Vous qui êtes dans ce milieu-là, vous êtes bien sensible à ça. Donc, est-ce que vous voyez ça, qu'effectivement, vous êtes du côté de échangeons des choses, avançons, l'avenir est en avant pour les Autochtones, pas en arrière. Mais je suis certain qu'il y en a qui s'opposent à votre vision, qu'on va vous insulter, par exemple, je peux prédire d'avance, « Hey, c'est un peu, tu veux nous occidentaliser. Hein? » Ça fait penser à des années 30 au Québec, on avait quelque chose d'analogue quand Lionel Groulx disait on veut américaniser l'université. Alors que Marie-Victorin, lui, disait non, on veut mettre l'université parce qu'on est en Amérique du Nord puis on a les meilleurs chercheurs. Donc, voyez-vous, il y a une stratégie rhétorique de minoriser des points de vue pour en imposer d'autres. Je voudrais avoir votre sentiment sur cette vision des choses qui n'est pas essentialiste, qui est relationnelle, justement, de dire il y a des groupes qui représentent des courants idéologiques, sont légitimes, mais il ne faut pas penser qu'ils parlent au nom de tout le monde quand ce n'est pas le cas, puis ce n'est jamais le cas. Personne ne parle au nom de tout le monde. Je ne crois pas que le grand chef parle au nom des Autochtones. Parce que les Inuits puis les Inuits, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein? Donc, je vous lance ça un peu comme réflexion pour savoir qu'est-ce que vous en pensez d'une vision plus, à la limite, conflictuelle, mais peut-être plus réaliste des rapports entre les individus. Je peux vous dire qu'une des revendications justement des Autochtones, c'est qu'on arrête de parler d'eux en bloc. Ils n'ont jamais demandé d'être appelés autochtones. Ils arrêtent d'être appelés par leur nation parce que justement les Cris ne pensent pas comme les Abénakis, comme le monde en général, c'est-à-dire qu'il y a pas d'opinion qu'il y a d'individus. Les nations ne se positionnent pas de la même façon. Les nations du Nord et les Mohawks, par exemple, de la région de Montréal, n'ont pas du tout la même pensée politique. Donc, non, ce n'est pas un bloc monolithique. Et quand je vous dis les personnes qui assistaient à cette rencontre-là, ben, par contre, ce sont tous des spécialistes en éducation à travers le Canada qui sont de nations différentes. Donc, ce sont quand même des gens qui se regroupent au niveau de leurs compétences. Mais non, effectivement, puis comme je vous dis, les Autochtones eux-mêmes le disent, arrêtez de nous considérer comme un bloc monolithique. Et il y a des dissensions entre les aînés, entre les plus jeunes, il y a des dissensions entre les traditionnalistes et les progressistes. Il y a, au sein d'une même communauté, puis comme dans toute la société, il y a du tiraillement de tous les côtés. Et moi, ben, mon domaine, c'est la création. C'est l'univers de la création et comment la création est un vecteur d'empowerment et de mieux-être. Donc, c'est certain que moi, dans le contexte autochtone, ce que je vois, c'est que ce qui est guérisseur, c'est que cette création-là, ça rime à une tradition. Hein, parce que ça guérit quelque chose d'une coupure que les pensionnats, que la colonisation a coupée. Mais ce n'est pas un absolu partout, ça. C'est présentement ce que je vois qui fonctionne, qui aide vraiment à la valorisation des individus, c'est vraiment qu'on réussisse à créer quelque chose qui s'arrime à ce qu'ils sont, à ce que leur peuple est, à ce que leur tradition est, mais qui se propulse vers l'avenir. Mais est-ce que ça fonctionnerait partout? C'est pas certain. Est-ce que ça va fonctionner tout le temps? C'est pas certain non plus. Là. Mais non, il n'y a pas une parole. Il y en a des milliers.
Kavé demande la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Dans notre chaire, nous n'avons pas beaucoup de communication non conventionnelle. La vôtre non conventionnelle, nous sommes toujours dans le nuage des concepts. Maintenant, nous sommes plus proches à la vie avec des objets, des images. Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. J'avoue d'abord que peut-être la réponse à ma question est je dois suivre votre cours ou bien je dois lire votre livre complètement. Mon souci, ma question, ma curiosité, c'est plutôt lié à vos défis méthodologiques. J'aime savoir vos défis, je pense, herculéens pour trouver ce dénominateur commun avec deux pôles différents, avec un monde où l'oralité, c'est important. J'ai essayé de trouver mon livre Muse Learns to Write, Havelock, donc leur monde, c'est la parole, c'est important, avec la nuance qui sont perdues quand ce sont décrits. Les mêmes paroles ne transmettent pas le message de la même manière. Donc, vous avez été dans un monde avec un monde oral, un monde écrit, un monde qui voit la nature dans continuité avec sa vie, au contraire de nous. Étant donné que votre recherche est liée aux objets, je pense un peu à Benjamin. Je pense que je ne sais vraiment pas du tout la culture autochtone, mais de ce que je sais minimalement, je pense que pour eux, il y a une sorte d'aura autour de tous les objets. Ça veut dire les objets ne sont pas comme un stylo se fabriquer n'importe où. C'est quoi vos défis méthodologiques pour créer un tel pont entre deux mondes hétérogènes, si vous voulez? Et merci beaucoup. Oui, c'est une question difficile. Je ne pense pas que je serais capable de répondre. Il faudrait que je réfléchisse. Je dis que peut-être je dois suivre vos cours pour mieux comprendre vos défis. Je comprends peut-être mal votre question entre l'univers des objets dans la conception moderne, par exemple, et la conception des sociétés plus traditionnelles en regard de leur monde d'objets. C'est... Non, je ne serais pas capable. Par exemple, dans notre... Maintenant, le professeur Gingras est ici, il est spécialiste de méthodologie aussi, en sociologie. Pour nous, en sociologie, c'est un peu facile, dans ce sens qu'il y a des méthodes de recueil des données, il y a des méthodes d'analyse des données, on va avoir une synthèse, mais notre monde, c'est homogène dans un sens, parce que les gens qui sont les sujets de notre recherche parlent comme nous, voient le monde comme nous, pour eux, les objets c'est comme nous, à peu près. Mais pour vous, parce que ça, c'était ma thèse. Ma thèse, c'est sur la méthodologie que Karl Marx. Hein? Mais j'aime savoir comment cette méthodologie est réalisée. Ça, c'est je suis très curieux de savoir. Je dis peut-être je dois lire vos offres. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un, moi j'ai une énigme, parce que j'ai ce iPad, puisque je n'ai pas pu entrer sur mon ordinateur, et j'ai une main qui est levée, mais il n'y a pas d'auteur à cette main. Qui a levé la main? Oui, c'est Hubert. C'est Hubert. Ah, c'est Hubert. Ben, oui, je viens de le renommer, en fait. Ah. Bien, Hubert. Hubert. Oui, merci. Oui. Posez votre question, Hubert. Merci. Je voudrais d'abord féliciter Madame pour cet exposé qui nous a beaucoup édifié. Et j'ai juste une petite question de curiosité. Madame, s'il vous plaît, je pense que en côtoyant les autochtones, vous êtes certainement rendu attentive aux éléments éloquents, aux témoins éloquents, j'allais dire, aux témoins éloquents de la culture orale
propres aux autochtones. Et ces témoins éloquents, généralement, ce sont les chants, les proverbes. Alors, ma question est la suivante. D'abord, quelle appréciation faites-vous des chants et proverbes autochtones? Et selon vous, quelles sont les plus grandes leçons que ces chants et ces proverbes nous délivrent? Une autre question qui va être difficile pour moi de répondre parce que je n'ai pas d'expertise, Hubert, du tout dans ce domaine-là. Et un problème qu'on a avec les sociétés autochtones, c'est que c'est un répertoire, autant les contes, peut-être moins les contes, que le répertoire musical qui a été presque anéanti. Ah bon? Parce que c'était complètement défendu avec la loi sur les Indiens. Alors, une petite vitrine aussi qui en parle dans l'exposition. Donc, on n'avait pas le droit de pratiquer ces rituels, on n'avait pas le droit de parler sa langue et on n'avait pas le droit de chanter et de danser. C'était considéré comme des pratiques diaboliques. Et il y a eu toute une ressurgence dans une espèce de courant de réappropriation de tout ça dernièrement, je dirais peut-être depuis le début des années 2000. Et on est allé voir quelques films d'archives ou ce qui pouvait rester. Et ça a été très difficile, ça avait été presque anéanti. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître, par exemple, les danses de Pawa, les chants de Pawa, qui ne sont pas des traditions des peuples de l'Est, vraiment envahir même les nations de l'Est. Envahir n'est peut-être pas le mot, c'est vraiment dans une volonté de réappropriation identitaire, mais c'est quelque chose qui est dénoncé par les traditionalistes, par exemple, ou les aînés, parce qu'ils disent on n'a jamais fait ça dans notre culture. Hein. C'est pas inou, ça, la danse de Pawa des plaines du centre du Canada. Donc, c'est comme on a réapproprié ce qui restait, ce qui était accessible, et on se l'est fait sien. Mais c'est très, très difficile d'avoir des répertoires authentiques qui n'avaient presque plus rien. Il y a un jeune musicien contemporain qui s'appelle Jeremy Dutcher, qui est Micmac et qui a retrouvé quelques anciens enregistrements de chants traditionnels de son peuple et qui les intègre. C'est un bel exemple de création à partir de la tradition. Mais d'un, c'est vraiment pas mon expertise, et de deux, c'est quelque chose de très difficile à trouver. Si vous parlez de la musique contemporaine autochtone, c'est autre chose, mais pour ce qui est de la musique traditionnelle, il existe peu de choses. Les contes et les légendes sont plus vivants encore, mais il reste seulement les aînés qui les transmettent. Et comme la légende de Tchakapesh, par exemple, chez les Inuits, il reste quelques locuteurs qui sont capables de la compter. Donc, c'est quelque chose qui est en perte. Et c'est grave parce qu'il y a toute une conception du monde dans ces contes et légendes. Hein. Oui. Eh bien, oui, c'est vraiment dommage. Plus tu vas, plus je pense à mon étudiant qui n'a jamais eu la subvention, qui voulait justement, avant que ça disparaisse, enregistrer ces contes et légendes et demander à des artistes autochtones de les traduire en objets pour que ça reste. Ça a été refusé par les autorités qui n'ont pas vu probablement l'intérêt, je ne sais pas, enfin, peu importe. C'est vraiment dommage. Mais je voulais poser aussi une question, peut-être ce sera la dernière. On s'est jeté sur toi. C'est la banque de données que tu as rassemblée. C'est dommage qu'elle reste comme ça, lettre morte. On ne peut pas récupérer. Il y a des moyens maintenant de récupérer les vieilles technologies. C'est quoi? C'est sur CD-ROM?
c'est sur un vieil ordi où on n'est plus capable de rien sortir. Oui, je sais le problème, mais je sais que mon collègue qui s'occupe de ces choses-là a fait sortir justement par un circuit compliqué en envoyant par email. Non, mais il faut encore que tu puisses l'ouvrir. Mais sais-tu, je m'en suis servi beaucoup, beaucoup dans l'enseignement. Ah. Et à un moment donné, c'est comme devenu, mais oui, c'est triste parce que, écoute, il y avait énormément de travail dans ça. Mais oui, c'est dommage. Je vais demander, je vais vous mettre en contact, comment il s'appelle? Enfin, j'ai une... À un moment donné, tu sais, il y a les logiciels qui permettaient d'ouvrir. Je sais, ils deviennent désuets, tout ça. Ouais. Il avait contourné le problème. C'était c'est quelque chose qui... C'est à peu près semblable à toi. C'était une collection de data qu'il a réussi à retrouver. Oui. Bon, enfin, je vais vous mettre en contact. Et il te dira ce qu'il a fabriqué. Il est très, très aimable. C'est parfait. C'est énorme. C'est un très, très gros document. Oui, parce que c'est dommage. Dites-moi, mes amis qui êtes encore là, attendez, qu'est-ce qui arrive encore avec ça? Allô? Parce que c'est en train de s'éteindre ce petit iPad. À l'auditoire qui est encore là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question avant que je remercie Elisabeth? D'ailleurs, c'est le même nom, Isabelle et Elisabeth. Allô? Non, pas de réponse. Josiane? Oui. Moi, je voulais juste dire à M. Boveri que je n'ai pas aimé pour pouvoir répondre à sa question. Oui. Et je lui ai laissé mon courriel parce que... vous avez échangé. Ouais. C'est vraiment gentil. Merci infiniment. Voilà, je me suis rappelé le nom du spécialiste, c'est François Daou, qui est un peu magicien. Et... OK, alors écoutez, je vous remercie, mes chers amis. Et... il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question avant que je remercie, que je fasse le mot de conclusion? 1, 2, 3. Je me sens comme un commissaire-priseur. Alors, tout le monde te remercie beaucoup. Je vois des merci beaucoup. Elisabeth, c'était enchanteur ta réflexion. Et il faudrait plus souvent que tu viennes à la chaire pour parler, peut-être, j'espère, l'année prochaine, hors série, puisque on est tous tellement heureux de t'écouter. Puis je pense que tu aimes aussi ça, et puis ça fait la collaboration, puisque les institutions aiment ça, la collaboration entre chaire et UNESCO, ce qui n'est pas négligeable. Peut-être on pourrait demander une subvention. Enfin, alors, la semaine, pas la semaine prochaine, mais disons, Ida elle m'a mis un petit mémo, parce que je veux, la prochaine séance, la 5e séance, ce serait le 7 décembre. Martin Gibet, qui est de l'Université de Montréal, et qui va nous entretenir de comment améliorer l'éthique de l'algorithme de YouTube. Alors, ça a l'air d'être mystérieux, mais je pense que ce sera amusant. Je ne sais pas si elle a une éthique, il a une éthique, si un algorithme peut avoir une éthique, mais enfin, laissons ça comme ça.
Et je te remercie encore, Elisabeth. Ça fait plaisir. Et à bientôt, j'espère. Ouais. Peut-être qu'on pourra venir jusqu'à Chicoutimi. Merci, Marianne, et merci tout le monde d'être resté.